Ce sont ces deux tours qui sont au centre de l'opération. 199 appartements susceptibles d'héberger des punaises de lit. Je peux inspecter un petit peu votre chambre, des choses comme ça? On va regarder pour le porte. Pour l'instant, l'heure est au diagnostic, détecter la présence ou non des insectes. Chez cette locataire, il y en a effectivement quelques-uns. Les infestations de punaises de lit vont vraiment se trouver au niveau des coutures du matelas, vraiment à proximité du corps, parce que le rot c'est l'être humain forcément, donc elles viennent sucer le sang pendant la nuit. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve vraiment près du lit. Les agents passent ainsi dans chacun des appartements, faire l'état des lieux, mais aussi préparer la future intervention avec les habitants. Est-ce que vous avez de la famille ou des amis qui peuvent vous aider si jamais il y avait besoin pour débarrasser un peu tout ça? La présence de punaises de lit n'est pas exceptionnelle, mais ici, un certain nombre de logements est susceptible d'être touché. D'où la décision prise par Nantes Habitat d'imposer le traitement à tous les locataires. La punaise de lit, elle sort uniquement la nuit pour piquer, elle retourne après dans sa cachette pendant une dizaine de jours. D'où la nécessité de traiter, de pouvoir aller partout dans le moindre interstice pour qu'il n'en reste pas. Et de repasser après, puisque lorsque les insectes adultes auront été détruits, il faudra évidemment détruire ceux qui seront issus des œufs, qui vont éclore. Les agents vont diagnostiquer les appartements toute la semaine. Puis à partir du 20 octobre, chaque locataire sera invité à libérer son logement toute une journée pour que les spécialistes puissent intervenir. L'opération devrait s'étaler sur plusieurs semaines. Les grilles de la mairie de Nantes n'ont pas résisté à leur colère. Après 6 mois de mobilisation, les salariés de la CETA ne se sentent pas entendus. Ils demandent de l'aide en urgence aux élus locaux et en particulier au maire de Nantes. Quand on demande à avoir un peu de considération et à avoir du travail, garder son travail, voilà comment on nous répond. On vous a entendu, on a fait en sorte. Vous n'avez rien fait, rien. La dernière chose, c'était un courrier envoyé par les 3 collectivités au ministre Rebsamen pour demander un rendez-vous, que les organisations syndicales soient reçues pour obtenir 2 mois supplémentaires dans la négociation. Si le gouvernement ne peut plus rien faire, qui va faire quelque chose? Qui va faire quelque chose? Il n'y a que les politiques qui peuvent faire quelque chose. Symbole de ce discours, plusieurs salariés ont décidé de brûler leur carte d'électeur cet après-midi. Demain, il peut être voté à l'Assemblée nationale une loi contre les licenciements boursiers. Elle avait été votée au Sénat. Il suffit que le gouvernement la remette sur la table pour qu'elle soit votée demain et être utile dans ce type de situation. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses. Le maire de Nantes a finalement reçu une délégation et leur a promis de tout faire pour qu'il soit reçu par le ministre du Travail. Une rencontre très attendue par des salariés épuisés. Même nous, les nerfs commencent à venir, on commence à avoir de plus en plus de colère. Si on n'est pas reçu, je pense que là, ça va peut-être péter. Ils espèrent un rendez-vous vendredi avec le ministre, mais peut-être est-il déjà trop tard. La procédure de licenciement des 327 salariés est censée se terminer demain. Demain, je proposerai ce vœu. S'il est voté, alors nous rentrerons dans une deuxième étape. Très concrètement, cette deuxième étape, elle démarrera par 2 choses. J'écrirai à l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour leur proposer de se mettre au dialogue. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie m'a d'ores et déjà donné son accord pour que si le vœu était signé, il puisse proposer la mise en place d'une table ronde pour avancer concrètement sur ce sujet. Il fait 37,50 m d'envergure, à peu près autant de longueur. Donc le Super Constellation était le premier avion de ligne pressurisé, ce qui permettait d'avoir quand même un vol assez confortable pour les passagers. Il sillonnait le monde au fait, il faisait Paris-Tokyo, Paris-Caracas, New York, il allait en Afrique, il faisait vraiment tous les continents quasiment. Il a été acheté neuf en novembre 1953 par Air France. Après avoir volé pour Air France pendant une quinzaine d'années, il a été racheté par d'autres compagnies et il a fini avec la compagnie Qatar. Et son dernier vol a été en mai 1974, si je ne me trompe pas. Il s'est posé pour la dernière fois à Nantes. Actuellement, on a 58 adhérents de mémoire et on a une vingtaine de personnes qui travaillent occasionnellement tous les samedis avec un roulement. Pour dire exactement, ça va être 10-12 personnes qui sont là tous les samedis. C'est pas un avion qu'on voit tous les jours. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup en état de vol.
Et puis ça fait partie du patrimoine, c'est des pièces historiques et ça fait toujours plaisir de travailler sur les pièces de musée. Ça fait 10 ans que je suis là, pratiquement tous les samedis. On est tous fans d'aviation, tous un petit peu partis sur l'aviation, donc c'est vraiment très très bien. C'est pas un challenge, hein, c'est qu'on est bien ici avec les potes et puis voilà quoi. C'est une tradition depuis 10 ans, l'événement qui marque le début de la saison, l'Open de la Ligue féminine de basket. Les 14 équipes toutes rassemblées à Paris pour la première journée du championnat de France. Les matchs s'enchaînent sur 2 jours. Le NRB jouera le sien face au promu Calais dimanche soir seulement. On va être à Paris à partir du vendredi midi et on joue le dimanche à 18h. Et là, il va falloir qu'on soit fort dans la gestion, bien protéger le groupe. Et non, je dois vous avouer que c'est pas spécialement une bonne nouvelle ce dernier match le dimanche. Il y a les autres joueuses, les autres équipes, les agents, des amis, la famille. Je vais être berger pendant deux jours à Paris parce qu'il va falloir surveiller tout ça. Surveiller son équipe comme le lait sur le feu. 12 joueuses, l'effectif cette année est réduit au strict minimum. Emmanuel Queret aura besoin de tout le monde, tout le temps. On a vu au grand jour qu'on manquait un petit peu de rotation, donc c'est pour ça que les jeunes joueuses vont avoir un rôle important, comme elles ont eu sur les matchs amicaux. On va leur demander un petit peu plus de constance, et puis on va demander aux joueuses majeures d'être, on va dire, bonnes tous les soirs. Donc ça va pas être simple. Après avoir failli passer à la trappe l'an passé en raison des déboires financiers de son principal sponsor, C3 Consultants, le NRB aborde cette saison avec modestie. Le club espère tout de même terminer dans les 8 premiers du championnat et jouera sans complexe la Coupe d'Europe. À Saint-Julien-de-Concelles, un nouvel écrin pour les jeunes pousses. Le groupe René Briand, qui est spécialiste des plants maraîchers, vient de s'équiper d'une serre flambant neuve, 2 hectares de surface, 5 mètres de haut et des technologies dernier cri. C'est une nouvelle serre pour de la production de jeunes plants, tout simplement. Donc plutôt axée tomates, concombres, poivrons et aubergines. Nous avons pu mettre en place aujourd'hui un système robotisé que nous n'avions pas auparavant. Nous pouvons limiter la consommation d'énergie, qui était quelque chose qui est indispensable pour produire à certaines étapes de l'année. Et puis nous avons une serre qui est très lumineuse, donc on peut bénéficier de l'énergie solaire de bien meilleure façon qu'auparavant. Chaque année, on fait pousser ici 300 millions de plants destinés aux producteurs de légumes. Un volume sans commune mesure avec les débuts de l'entreprise en 1968. En 50 ans, le métier a beaucoup changé. Tout à fait au début, dans les années 68-70, à un homme, en 8 heures, on arrivait à produire 8000 plants de salade. Aujourd'hui, depuis déjà une bonne dizaine d'années, sur cette entreprise, tout est mécanisé, tout est automatique. Et un homme, en 8 heures, maintenant, vous produit 800 000 plants de salade. Voilà la marge énorme. On apprécie d'ailleurs d'être des agriculteurs, mais avant tout, nous sommes des industriels. Qu'on le veuille ou non, il faut gérer nos entreprises comme une industrie. Et cette industrie se porte bien. Le groupe René Briand est numéro 1 en France dans son secteur. Et il compte bien le rester grâce à sa nouvelle serre qui lui a tout de même coûté la bagatelle de 3,5 millions d'euros. C'est 15% de son chiffre d'affaires annuel. La Chambre régionale des comptes souligne la bonne gestion des dépenses courantes de Laurent, mais elle relève plusieurs curiosités. La plus flagrante, le rôle de l'ancien directeur général Jean-Yves Pailloux. Après sa retraite, il est resté salarié pendant 5 ans. 6 500 € net mensuels, c'est légal, mais un peu long d'après les magistrats. On relevait que l'ancien directeur général de la structure est resté en fonction pendant presque 5 ans à Laurent, après sa retraite, et que son rôle, qui était assez général, n'a pas été très clairement établi lors de notre contrôle, puisqu'il n'apparaissait pas clairement dans les comptes rendus, où son rôle dans l'organigramme n'était pas vraiment précis. Selon Laurent, l'ancien directeur effectue un travail de mémoire et de transmission, une fonction sibylline selon les rapporteurs. On voit bien quel était l'objectif, c'est-à-dire essayer de garder une certaine mémoire au sein de la structure, mais simplement, est-ce que ça devait durer aussi longtemps? Est-ce que c'était dans des conditions de rémunération telles? Bon, c'est la question qu'on pose dans le cadre de ce rapport, en termes d'économie des moyens, non pas en termes de légalité, si vous voulez. Dans un communiqué, l'actuel président de Laurent, Jacques Floch, estime que l'activité de Jean-Yves Pailloux a concouru à une organisation efficace de l'agence. Par contre, aucune réaction des 6 élus de la communauté urbaine de Nantes, membres du conseil d'administration et principal financeur de Laurent.
Dans les mains du bâtonnier, les 2 téléphones de permanence des avocats. Désormais, ni la police, ni la gendarmerie, ni le tribunal ne pourront les joindre. Les justiciables ne seront plus défendus. Ils passeront devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, ils n'auront pas d'avocat. Ils passeront devant le juge de la liberté et des détentions, ils n'auront pas d'avocat. Idem pour les permanences et les consultations gratuites. Les avocats nantais sont donc en grève illimitée pour réclamer une meilleure aide juridictionnelle, d'autant plus qu'ils ne sont plus payés pour ces prestations depuis le 15 août. On n'a même pas suffisamment de budget pour payer les avocats pour tout ce qu'ils font déjà. Par exemple, les gardes à vue à Nantes en ce moment, elles ne sont pas réglées. Les permanences qu'on fait en prison, elles ne sont pas réglées non plus. Et aujourd'hui, dans le budget que l'on vote, on n'a même pas suffisamment pour payer tout ce qu'on fait déjà. Or, ce qu'on reçoit, c'est déjà pas suffisant. Donc à un moment, en fait, on est obligé de marquer le coup. Autre motif de colère pour cette profession réglementée, le projet du gouvernement qui souhaite voir des avocats devenir salariés d'entreprise. Nous sommes tous assurés professionnellement pour notre responsabilité professionnelle et voir effectivement des gens rentrer dans notre profession sans apporter les mêmes garanties que ceux que peuvent apporter aujourd'hui les avocats au travers de la formation qui est dispensée par l'intermédiaire des écoles d'avocats, eh bien ça nous inquiète notamment. Conséquence de cette grève, le palais de justice paraissait bien vide aujourd'hui et cela risque de durer. Après les greffiers, les avocats semblent bien décidés eux aussi à se faire entendre et ils espèrent que ce mouvement de colère se propagera rapidement dans tous les tribunaux. Leurs revendications continuent à exercer leur profession sur le bassin nantais. Malgré l'annonce de la fermeture du site d'Orvaux, les salariés d'Alcatel-Lucent ne désarment pas. Parmi les propositions de la direction, la mutation de certains postes vers les sites de Lannion ou Villarceau, mais la plupart des concernés ne veulent pas partir. Un certain nombre de salariés ne souhaitent pas se rendre sur le site de Lannion compte tenu de la complexité pour le conjoint ou conjointe de retrouver du travail sur le site de Lannion. La direction avait lancé un appel aux entreprises du secteur informatique. Objectif, la réindustrialisation du site d'Orvaux et la reprise d'un maximum de salariés. Altran, Thales et aujourd'hui la société GFI se sont engagés à recruter en local près de 300 salariés sur les 500 emplois menacés. Mais pour les syndicats, ce chiffre ne suffit pas. Notre direction a annoncé la semaine dernière qu'elle avait décidé de geler toutes les autres recherches d'externalisation. Nous, on lui demande au contraire, on remet la pression pour qu'elle reprenne ses négociations et puis qu'elle propose aux gens, avant qu'ils aient besoin de se positionner sur une mobilité, une mutation à Lannion ou à Villarceau, qu'ils aient connaissance des projets d'externalisation locaux pour pouvoir rester sur Nantes. Contactée par nos soins, la direction assure pourtant qu'elle fait son maximum pour reclasser les emplois dans la région nantaise.